Voilà, euh, donc, merci à vous d'être présent pour ce webinaire donc, dédié au métier d'art. L'objectif, c'est bien de vous montrer finalement des retours d'expérience pour voir comment prendre en compte les métiers d'art dans son projet de territoire et voir comment ces projets liés au métier d'art peuvent être structurants à l'échelle d'une commune. J'animerai moi-même ce webinaire, mais les interventions seront pas principalement faites par des maires de petites cités de caractère. Roger Bataille qui représente la commune d'Herville-Châtel, André Mavigné, celle de Bénévent-l'Abbaye, et Jacques Holnet pour Ponscorf. Et puis, on a à nos côtés aussi le directeur général adjoint de l'Institut pour les savoir-faire français, Xavier Long qui voilà, nous expliquera d'abord ce qu'on entend par métier d'art et expliquera aussi en quoi l'Institut peut être une ressource d'accompagnement pour nos communes. Je vais laisser d'abord Monsieur Bataille faire un petit accueil global sur le webinaire. Merci Valérie. Je voudrais moi aussi vous saluer tous. Je suis ravi que vous soyez nombreux cet après-midi pour suivre ce webinaire extrêmement important. On a déjà eu l'occasion souvent d'évoquer les métiers d'art dans nos petites cités de caractère. Je salue en particulier effectivement mes collègues qui vont intervenir tout à l'heure. Il y a beaucoup d'élus. André Mavigny, le maire de Bénévent-l'Abbaye, dont nous avions visité lors de rencontres nationales il y a quelques années les magnifiques ateliers qui ont été mis en place et la dynamique qu'il a créée autour des métiers d'art. Ce sera un très bel exemple. Jacques Olnette, Ponscorf, là aussi, vous avez une expérience à nous faire partager. Et puis Xavier Long, puisque Xavier Long, en tant que directeur général adjoint, non plus de l'INEMA, mais on a encore cette appellation en tête, hein, Institut pour les savoir-faire français depuis quelques mois, nous rappellera, comme vous l'avez dit Valérie, ce que sont des métiers d'art. C'est quelque chose une définition qu'il faut bien avoir en tête, que nous soyons vraiment sur la même démarche de qualité, de savoir-faire, de compétences dans les métiers d'art. Hein, c'est quelque chose de très, très particulier. Je salue Laurent puisqu'il n'est pas visible, mais à vos côtés, vous l'avez dit Valérie, il va jouer un rôle aussi important cet après-midi. Alors comme vous le savez, les métiers d'art, c'est un engagement qui désormais est inscrit dans notre charte des PCC, hein, des petites cités de caractère, qui dit cela, favoriser l'accueil des métiers d'art par l'installation d'artistes et d'artisans d'art et ou l'accueil en résidence dont la production sera accessible au public. Par ailleurs, on trouve dans la charte également notre engagement à favoriser, de relayer des manifestations nationales comme les GEMA, Journée européenne des métiers d'art. Nous sommes d'ores et déjà très nombreux aujourd'hui à nous inscrire dans cette démarche-là, dans ces deux démarches-là. C'est l'occasion d'en montrer le bien fondé. Et effectivement, quand on parle de métiers d'art, de savoir-faire, de compétences, de métiers souvent traditionnels, mais qui font partie des exceptions de l'excellence française, Les eh élus et bien, les adjoints qui étaient présents. tout cela fait vraiment partie, on peut le dire, de l'ADN des petites cités de caractère, puisque la valorisation des patrimoines, ce sont des patrimoines bâtis, mais aussi des patrimoines vivants. Et lorsqu'on parle de ces métiers d'art, de ces savoir-faire, on est bien dans du patrimoine vivant. Donc, c'est véritablement ce qui nous caractérise. Les métiers d'art, c'est évidemment du développement touristique, mais aussi économique. C'est peut-être inscrire une nouvelle économie dans nos territoires, dans nos petites cités. C'est l'évolution possible aussi d'un certain nombre de bâtiments qui peuvent trouver un nouvel usage à travers l'installation de métiers d'art. Donc, on verra tout au long de l'après-midi combien cette démarche-là est extrêmement profitable et heureuse pour nos petites cités de caractère. Donc, merci pour votre participation. Et Valérie, je vous passe à nouveau la parole pour peut-être rappeler plus en détail cet engagement de cité de caractère et ce que nous sommes, parce que je crois que c'est bien de le rappeler aussi, eu égard à ce qui va animer notre après-midi. Tout à fait. Donc moi, je vais vous faire juste un petit retour sur effectivement pourquoi ces caractères s'intéressent au métier d'art. Peut-être rappeler déjà que on est un réseau aujourd'hui de 246 communes réunies autour d'un même objectif, hein, celui de placer le patrimoine au cœur de leur développement.
Et pour cela, les communes sont actives sur différents sujets. Nous, c'est les patrimoines de cité, hein. On est sur une configuration d'anciennes villes qui ont eu un rôle ou qui ont toujours un rôle de centralité. Donc, on est vraiment sur des histoires de villes. On a aussi un réseau qui est composé de villes de différentes tailles, mais aussi avec des histoires différentes et des typologies de patrimoine différentes. Donc, ce sont des villes qui souhaitent garder leur fonction de centralité, hein. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans le programme Petite Ville de demain, il y en a la moitié, et puis presque une cinquantaine aussi dans le nouveau programme Village d'avenir. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que nous sommes des villes à haut fort patrimoine, mais avec l'idée quand même de rester des cités attractives, accueillantes et durables, notamment pour en faire d'abord des lieux de vie agréables pour les habitants. Donc le travail qui est fait en réseau, c'est celui d'abord sur le développement des cités, hein, et justement de placer le patrimoine comme un fil conducteur d'une politique municipale et comme lien entre le tourisme, la culture, l'urbanisme, l'habitat, etc. On a aussi une stratégie touristique de la marque dont une nouvelle stratégie vient d'être lancée sur les 5 prochaines années. Nous sommes avant tout des villes qui se racontent, qui racontent leur histoire à travers une randonnée urbaine où on va pouvoir découvrir le patrimoine. Mais il y a aussi l'idée d'avoir des villes animées et l'animation des cités est vraiment très importante pour nous. Et c'est en ça que les métiers d'art vont être importants aussi puisqu'ils participent aussi à cette animation. Alors, le lien entre les petites cités de caractère et les métiers d'art est vraiment constant au quotidien, non pas que sur le tourisme ou sur le volet animation, hein, et historiquement autour de deux piliers. Le premier, c'est bien entendu la valorisation du patrimoine, puisque on a un besoin indispensable des métiers, des savoir-faire pour intervenir sur les patrimoines et restaurer le patrimoine bâti. Donc ça, c'est vraiment la première nécessité dans notre réseau qui œuvre quotidiennement à la restauration de son patrimoine. Et le deuxième volet, c'est l'animation de la cité, puisque comme je viens de le dire, la rencontre avec le métier et le geste fait partie de notre produit touristique Petite Cité de Caractère. Quand on vient dans une petite cité de caractère, on découvre à la fois son patrimoine, mais on va aussi à la rencontre des acteurs qui en font la richesse, et notamment des artisans. Donc, vous l'avez dit, Monsieur Bataille, hein, les métiers d'art sont inscrits dans notre charte de qualité. D'abord, puisqu'on encourage l'accueil de métiers d'art par l'installation d'artistes et d'artisans dans nos communes, mais aussi on encourage la mise en place de manifestations artisanales, notamment pour montrer les productions au public. Et puis la participation à des manifestations, on y reviendra tout à l'heure, hein, et notamment celle des Journées européennes des métiers d'art qui ont lieu en début de saison touristique et pour lesquelles aujourd'hui on a à peu près un tiers de nos petites cités de caractère qui participent. Alors, il faut rappeler quand même que depuis 2017, l'Association des petites cités de caractère de France a un partenariat avec l'Institut des savoir-faire français, donc anciennement l'INMA. Et donc, ce partenariat est formalisé dans une convention cadre, hein, qu'on est en train de remettre à jour. Et donc, les objectifs qu'on s'est fixés de travail entre nos deux réseaux, c'est d'abord de mettre en réseau les compétences et expertises en matière de mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel, d'accompagner et de développer une politique d'accueil des métiers d'art et savoir-faire dans nos petites cités de caractère, de valoriser les métiers d'art dans le cadre de programmes touristiques et enfin de soutenir et encourager les collaborations locales, notamment à travers les Journées européennes des métiers d'art. Donc c'est vrai que cette collaboration est née aussi de notre besoin dans les territoires d'avoir un accompagnement, une ingénierie dédiée à ces sujets-là, il ne s'agit pas que de vouloir accueillir des artisans métiers d'art, il faut aussi connaître en fait les besoins et la réalité économique aussi de ces métiers-là. Un artisan métier d'art, par exemple, n'a pas forcément 100% de son temps dédié à l'accueil du touriste dans son atelier. Donc, c'est plein de paramètres comme ça qu'il faut prendre en compte pour accueillir au mieux les artisans métiers d'art. Donc, ce partenariat avec l'Institut des savoir-faire français est né de cette envie des petits cités de caractère de travailler sur les métiers d'art. Et on avance depuis plusieurs années maintenant sur ce sujet-là. Alors, principalement au départ autour des GEMA, mais de plus en plus aujourd'hui sur des collaborations plus liées à des programmes d'accueil. Xavier vous en parlera un peu plus tout à l'heure, puisqu'il y a aussi un déploiement de collaborateurs en région maintenant. Alors, je vais laisser justement Xavier Long
présenter ce qu'on appelle les métiers d'art, enfin ce qui se cache exactement derrière cette appellation, puisque les métiers d'art sont vraiment cadrés aujourd'hui euh, et que derrière cette appellation, on ne peut pas non plus prendre tous les métiers ni n'importe quel type de structure. Merci Valérie. Je commencerai déjà par vous remercier, Roger, Valérie, toute l'équipe de Petite Cité de Caractère, de nous permettre d'avoir la parole aujourd'hui. On est très très heureux du partenariat qui effectivement dure déjà depuis un certain nombre d'années et très heureux de pouvoir le poursuivre. C'est dans les territoires et particulièrement dans les territoires, dans les petites villes qu'existent et perdurent les savoir-faire et les métiers d'art. Et donc, on est très attaché à justement pouvoir avoir cette collaboration qui, je pense, peut encore avoir des enrichissements extrêmement intéressants sur les prochaines années. Peut-être Valérie, vous pouvez passer à la prochaine diapo tout de suite et ensuite on reviendra à celle-là. Alors, euh, l'Institut pour les savoir-faire français, c'est une association. On est une association qui a pour vocation de valoriser, de promouvoir et de favoriser le développement des métiers d'art et des savoir-faire d'exception en France. On est une association qui fait l'interface entre les acteurs publics, notamment l'État, le ministère de la Culture particulièrement, les acteurs des collectivités, les entreprises et puis d'autres acteurs du développement, les fondations, les établissements de formation, etc. À ce titre, je me dois de rappeler que effectivement, les métiers d'art c'est une spécialité, c'est une spécificité tout à fait française. L'acception métier d'art est quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas cours, alors qui est compris dans d'autres pays européens ou ailleurs, mais qui n'est pas défini de la même façon partout. Donc c'est une spécificité française qui s'explique par notre histoire et par la richesse de nos métiers. On a une liste des métiers officiels qui a été fixée par arrêté en 2015. On a 281 activités qui ont été recensées. Ce qu'il faut retenir, je ne vais pas vous lire la définition, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est bien sur des activités de production. Donc, on est sur des activités économiques, donc des entreprises, euh, quel que soit leur statut, qui produisent. Donc, ça va pas être des designers ou des artistes seulement. Certains peuvent se considérer comme designers ou artistes, mais à la fin, c'est eux qui produisent de leurs mains. Et donc, il y a bien un objet et aussi un caractère créatif, artistique, qu'il soit artistique ou qu'il soit patrimonial, c'est-à-dire aussi dans la restauration-conservation du patrimoine. Donc, on est sur un ensemble d'activités. Valérie, si vous pouvez revenir du coup à la diapo précédente, sur un ensemble d'activités qui est assez vaste. Les métiers d'art, c'est une sorte d'objet économique mal identifié. On est justement en train de faire une grande enquête, une grande étude dont les résultats seront dévoilés le 26 novembre sur le poids économique de ces métiers et ça va faire exception en France avec des résultats assez importants en fait en termes de chiffre d'affaires, etc. Et ce qu'on constate, c'est que la notion de métier à savoir-faire d'exception, c'est des entreprises qui gravitent dans ce losange que vous voyez là entre l'artisanat, le luxe, l'art et le patrimoine. On est sur des entreprises, sur des professionnels de toute taille. Certains sont plus gros que d'autres, d'autres sont des indépendants, mais qui se réunissent autour d'un certain nombre de caractéristiques communes qui sont que le savoir-faire est au cœur de l'activité. Euh, le savoir-faire et ceux qui maîtrisent ce savoir-faire sont les atouts essentiels de ces entreprises, de ces ateliers. C'est-à-dire que si jamais ce savoir-faire est altéré, perdu, ce qui peut arriver dans des ruptures de transmission, l'entreprise elle-même n'a plus de sens. Donc ça, c'est quelque chose qui réunit toutes ces structures qui sont pourtant fort diverses, hein. Il y en a qui sont dans des activités euh, commerciales
de proximité. Il y en a d'autres qui sont plus dans des activités de sous-traitance, qui sont sur des marchés très différents. On parle de gens qui sont dans la mode, d'autres qui sont dans l'ameublement décoration, d'autres qui sont dans le patrimoine, d'autres dans les arts de la table. Donc on a une grande diversité, mais on a cette homogénéité en termes de philosophie de production et philosophie de travail, qui vient essentiellement de la philosophie artisanale, mais avec une dimension créative, artistique plus ou moins marquée, et aussi un aspect patrimonial extrêmement fort. Tout ça fait que on a des entreprises, on a des acteurs professionnels qui ont un certain nombre de choses en commun et qui, je pense, pour vous, en tant que maire de commune, sont importants à prendre en compte si vous voulez pouvoir les comprendre, les aider et pouvoir faire de ces entreprises assez spéciales de véritables atouts pour votre territoire. Notamment, ce qui, je pense, est intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment donc, sur des entreprises, certes, mais qui ont une dimension culturelle. Elles ont une dimension culturelle parce qu'elles contribuent à enrichir ou à faire vivre plutôt le patrimoine immatériel de vos territoires, parfois directement justement en restaurant, en conservant le patrimoine qui existe sur vos communes, mais aussi en nourrissant des savoir-faire qui sont le plus souvent très emblématiques en fait de nos territoires, de ce que fait de ce qui est notre culture, de ce qui est notre art de vivre. Alors évidemment, ça peut avoir une résonance particulière en termes de tourisme, mais je pense aussi que c'est un élément extrêmement important vis-à-vis des populations, puisque très souvent, ce qu'on voit quand même, c'est que les métiers d'art ont une résonance particulière chez les gens, et je pense que c'est un élément extrêmement moteur de fierté pour les habitants, de pouvoir se dire que il y a des gens qui vivent et qui font vivre les savoir-faire qui sont emblématiques, parfois très historiques de certains territoires. Euh, voilà, je parle de la porcelaine du côté de Limoges, ça peut être le cristal du côté de la Moselle, etc., etc. On a vraiment, je pense, ce sujet d'appartenance et de fierté qui est extrêmement intéressant, je pense, pour vous en tant que maire de ces communes, à pouvoir travailler. Et cette fierté, cette appartenance, elle vient justement de cette homogénéité dans l'approche. Et le fait que le savoir-faire soit au centre de l'entreprise fait que on a une approche qui est commune sur la qualité, la durabilité des produits. On est sur souvent des hauts niveaux de technicité, sur un respect de la matière qui est particulier, une orientation créative qui porte du sens et qui apporte de la beauté. Et puis, on est sur des approches qui sont respectueuses de l'histoire et de l'héritage. Les professionnels des métiers d'art sont des gens qui se considèrent pas comme détenteurs de quelque chose qu'ils vont ensuite laisser tomber. Ils sont des passeurs. Et donc, il vient de tout cela une forme de sincérité qui est extrêmement appréciée de toutes les populations, tous les profils, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et donc, je pense que c'est un porte-voix extrêmement intéressant pour parler de votre territoire et de votre ville. Valérie, si vous pouvez passer là, je crois que vous avez... Oui, non, pardon, merci. Effectivement, celle d'après, s'il vous plaît. Voilà, pour essayer de vous donner à brosser à grands traits les profils d'entreprise, on a trois grands profils. Le premier, ça va être, faut bien voir que dans les métiers d'art et savoir-faire exception, vous avez vraiment des entreprises de toute taille, euh, avec un certain nombre, alors dans certains cas, des TPE, PME qui sont très performantes sur leur marché et qui sont parfois très reconnus à l'international. Là, je vous donne un exemple qui s'appelle une entreprise qui s'appelle Mériguet Carrère, qui est notamment très active au début, qui était très active dans la restauration, conservation du patrimoine, et puis qui peu à peu s'est développée dans la décoration et qui aujourd'hui fait une grande partie de son activité un peu partout dans le monde. C'est des entreprises qui ne sont pas forcément de très grande taille, mais qui ont pour le coup un aura et une capacité à rayonner qui est très forte et qui sont très reconnues dans leur marché, encore une fois, souvent très pointus.
Ensuite, vous avez ce qui constitue le plus gros du contingent des entreprises des métiers d'art et de savoir-faire exception, qui sont les indépendants et les TPE qui sont actifs sur les marchés de proximité. Donc, c'est effectivement des entreprises qui peuvent parfois avoir un atelier très ouvert sur l'extérieur. Ça peut être par exemple un tapissier en siège qui va avoir vraiment une activité, un atelier ouvert avec des gens qui peuvent rentrer dans la boutique, etc. Ou une céramiste, ou des choses comme ça. Et puis vous allez l'avoir aussi dans ce type d'entreprise, des entreprises qui sont plutôt dans des ateliers plus fermés, qui n'ont pas nécessairement naturellement vocation à ouvrir au public, mais qui peuvent avoir intérêt à faire, à expliquer, parce qu'elles ont justement conscience qu'elles sont porteuses d'une dimension culturelle. Et puis, elle peut avoir cet intérêt aussi pour justement que le public, notamment le jeune public, et notamment peut-être ceux qui voudraient s'orienter vers ces métiers, puissent aussi voir et changer de regard vis-à-vis de ces métiers. Donc, on est sur des entreprises qui sont plutôt de petite taille, qui sont parfois anciennes, qui ont faible part de clientèle professionnelle, donc qui vont avoir un intérêt fort à justement ce qui est des flux, notamment touristiques, sur lesquels s'appuyer pour développer leur activité et qui sont très orientés sur un marché local. Et ensuite, vous avez un troisième profil qui est moins connu, mais qui, je pense, concerne aussi beaucoup vos territoires, qui sont des entreprises parfois de plus grande taille, des grosses TPE ou des PME, qui vont être de sous-traitants du luxe ou de l'industrie. Et là, c'est encore une autre façon de travailler. C'est des entreprises qui se rapprochent plus de la manufacture, de l'industrie, qui ont des clientèles quasiment que professionnelles, donc qui sont très peu ouvertes sur l'extérieur, en tous les cas au grand public, qui ne travaillent pas beaucoup à l'export, donc c'est des acteurs quand même assez forts du marché local, et c'est des entreprises qui sont intéressantes, y compris pour vos villes, parce qu'elles ont quand même un ancrage local fort, qu'elles ont quand même un intérêt à montrer ce qu'elles font, notamment pour des questions de recrutement, et qui font aussi beaucoup travailler elles-mêmes en sous-traitance ou en partenariat des plus petites structures ou des plus petits ateliers. Donc c'est intéressant aussi de prendre en compte ces entreprises-là qui sont un peu moins visibles, un peu moins connues, tout en ayant en tête qu'elles ont finalement les mêmes, si elles ont des caractéristiques très différentes, elles ont des besoins qui sont très proches des plus petits ateliers. En termes d'enjeux de développement, donc je vous disais, malgré cette diversité, il y a des enjeux communs très forts. Euh, le premier, ce sont des entreprises, et surtout aujourd'hui, où on est quand même dans un contexte économique que je qualifierais de plutôt morose et qui risque pas de beaucoup évoluer sur les prochains mois. Le premier enjeu, ça va être évidemment pour les entreprises de se développer et de financer leur développement. Donc de trouver des clients, d'aller trouver des nouveaux marchés. Et donc en cela, évidemment, les questions de flux, les questions de pouvoir être visible sont extrêmement importantes. Et je pense que c'est là aussi où il y a des partenariats forts à nouer avec les collectivités. Ensuite, il y a une question importante de recrutement. Aujourd'hui, la plupart de ces ateliers recrutent, c'est qu'il y a une partie importante recrute, mais ont des difficultés à recruter parce qu'elles sont pas très visibles sur le marché de l'emploi. Euh, les métiers eux-mêmes sont pas très connus, même si on essaie de travailler à leur valorisation. Et donc, du coup, il y a un enjeu aussi pour elles de pouvoir se rendre visible, participer plus à la vie de la cité pour aussi que le public puisse mieux les connaître, mieux les comprendre et changer de regard et se dire que elles peuvent aussi être source d'opportunités d'emploi. Et puis, il y a une question qui est vraiment très propre à ces entreprises, qui est celle de la transmission du savoir-faire, qui est une transmission longue, puisqu'on est sur des savoir-faire très techniques le plus souvent. Et donc, du coup, là aussi, il y a un enjeu extrêmement important que l'entreprise puisse être
qu'on puisse favoriser cette transmission, et notamment en créant les bonnes conditions pour que cette transmission se fasse et en anticipant aussi les problématiques de transmission. Là, c'est des sujets un peu plus techniques, mais dans lesquels une commune peut aussi intervenir, notamment en créant les conditions d'anticipation de cette transmission. Et après, évidemment, il y a un enjeu transversal qui est le même que toutes les entreprises aujourd'hui, qui est celui de réussir ces différentes transitions, qu'elles soient énergétiques, environnementales et souvent numériques, sachant qu'on est sur des entreprises qui, contrairement à ce que intuitivement on pourrait penser, sont souvent assez moteurs dans l'adoption de nouvelles techniques parce qu'elles sont toujours en train d'essayer d'évoluer, parce qu'elles sont dans une recherche d'excellence, elles sont dans une recherche de créativité qui les met dans une posture vraiment de trouver toujours des nouvelles solutions, de s'adapter et de faire toujours mieux, souvent avec moins ou la même chose. Donc elles sont souvent assez moteurs dans l'adoption de ces nouvelles pratiques. Voilà. Pour accueillir un professionnel vétérinaire du patrimoine vivant, effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux à prendre en compte. C'est tout ce dont je vous ai parlé là avant. C'est surtout, je pense, comprendre quelle est l'activité de ces entreprises, quels sont leurs besoins, et de comprendre que évidemment, même s'il y a une dimension culturelle forte dans ces entreprises, c'est avant tout des entreprises. Donc, c'est des personnes qui vont, alors pas toujours chercher à maximiser leurs ventes, à être toujours dans le développement, mais ce sont des professionnels et des entreprises qui vont toujours quand même voir l'intérêt de développement qu'elles peuvent trouver sur votre territoire et la façon dont elles peuvent aussi s'intégrer dans un écosystème. Ce sont des entreprises qui, très souvent, même si le travail peut être assez solitaire dans l'atelier, va quand même nécessiter des collaborations. Il y a assez peu de savoir-faire qui sont complètement autonomes. Souvent, il y a plusieurs savoir-faire qui doivent se collaborer pour pouvoir produire un certain nombre de choses. Donc, c'est des acteurs assez intéressants aussi parce qu'ils ont la nécessité de pouvoir collaborer avec d'autres professionnels, de pouvoir se fournir de façon assez proche dans le territoire. Et puis, de plus en plus, ces professionnels, notamment les plus jeunes, évoluent beaucoup dans leur pratique et travaillent de plus en plus de façon mutualisée. Donc là aussi, c'est des choses assez intéressantes, je pense, à regarder de façon, enfin, au niveau d'une commune. C'est que on a plus en plus de professionnels qui ont envie de partager les pratiques, de mutualiser les moyens aussi, hein. C'est souvent comme ça que ça commence. Et donc d'être acteur communautaire dans une communauté professionnelle. Donc ça, c'est un élément aussi intéressant. Merci. Alors, avant de passer au retour d'expérience, je voulais juste redire deux, trois petites choses. On aime beaucoup aussi insister sur le fait que pour définir un métier d'art, il ne faut pas oublier, et on le voit bien là, qu'on est avant tout sur des professionnels. Donc, il ne s'agit pas voilà, comment dire, métier passe-temps. On est vraiment sur des professionnels hein, qui sont vraiment inscrits en tant que professionnels et rappeler aussi que les métiers d'art transforment la matière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas voilà, de prendre des objets déjà existants pour en créer un nouveau, il s'agit vraiment de transformer la matière pour créer une œuvre d'art. Donc ça, c'est important parce que, et on le dit d'autant plus que aujourd'hui, il y a confusion souvent entre ce qui relève des métiers d'art et ce qui relève, par exemple, plutôt du loisir créatif ou de l'artistique. Donc ça, c'est important de le prendre en compte parce que quand on travaille sur l'accueil de métiers d'art, c'est vraiment deux mondes complètement différents, avec des besoins différents. Et là, on travaille vraiment sur le sujet des métiers d'art. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que en lien avec la convention nationale qu'on a avec l'Institut, a commencé à se mettre en place dans certaines régions avec nos associations régionales des conventions de collaboration avec aussi des structures métiers d'art de style CMA, etc. Et par le biais de ces collaborations, des travaux ont déjà commencé, notamment de référencement des artisans dans nos communes
Et ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est que beaucoup d'artisans installés dans nos communes ne savent pas qu'ils relèvent du champ des métiers d'art. Quand on parle, par exemple, d'un maçon, d'un charpentier, d'un menuisier, quand on leur explique, voilà, qu'on vient pour les identifier en tant que métier d'art, eux-mêmes ne pensent pas faire partie de ces catégories-là et souvent ne sont même pas recensés sur les listes des métiers d'art de leur région. Donc, le premier travail qu'on fait avec l'Institut et en région avec les associations, c'est vraiment celui de cartographier finalement les artisans métiers d'art de nos communes, parce que ça leur permet eux aussi de se faire référencer et de voir tout l'accompagnement qui peut en découler. Et souvent, c'est vrai qu'ils ne le savent pas, ils installent leurs ateliers, mais sans finalement essayer de se faire connaître des différentes structures qui, eux, peuvent les accompagner. Vous parliez de transition numérique à avoir. Par exemple, il y a beaucoup de chambres de métiers qui accompagnent les entreprises pour de la communication, des campagnes photos, etc. Et ça, très peu le savent. Voilà, donc c'est vrai que tout le travail autour des métiers d'art relève aussi de ça, de la connaissance des artisans qu'il y a dans nos communes et de Normalement, ces, c'est quand même de, équipé pour Damien. et de ces premiers travaux qu'on fait en région, on voit aussi ces difficultés de transmission et de formation, notamment sur le sujet des métiers rares, mais je pense qu'on va y revenir peut-être à la fin, Xavier, sur le programme qui est en cours là, sur les métiers rares, l'identification des On, métiers rares. on peut en parler tout de suite. Alors, il y a plusieurs choses, et puis je vois des questions intéressantes là qui commencent à venir. Sur l'identification, effectivement, c'est un élément important. C'est vrai que c'est assez difficile, étant donné que le terme métier d'art est défini certes dans la loi, mais pas défini économiquement. On n'a pas vraiment de catégorie métier d'art dans les écoles NAF ou autres. Donc c'est vrai que c'est assez difficile d'aller chercher, d'aller les compter. Euh, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir enfin, donner à voir quels sont les avantages que peuvent justement euh, euh, donner justement le fait d'être identifié comme métier d'art. Et notamment le fait que euh, par rapport à d'autres entreprises, ça peut donner accès à un certain nombre d'outils et d'aides qui viennent justement venir soutenir plutôt la dimension culturelle de leur activité. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, sur le recensement lui-même, effectivement, nous sommes en partenariat avec la Fondation AG2R, la mondiale pour la vitalité artistique, qui nous a proposé de pouvoir travailler ensemble sur le recensement des savoir-faire rares en France. Alors, on est sur une notion encore un peu particulière, c'est-à-dire que à l'intérieur des métiers d'art, vous avez des métiers qui sont plus ou moins rares. Donc voilà, le métier de maroquinier ou céramiste, c'est pas un métier rare. En revanche, celui de plumassier, celui de campaniste qui va réparer les clochers des églises, par exemple, ça, c'est des métiers qui sont plus rares. Et donc, on a ce travail qui est en cours de recenser les professionnels, de pouvoir ensuite les valoriser, de pouvoir expliquer ce que sont ces métiers rares, de pouvoir aussi identifier ceux qui les détiennent, d'essayer de voir quel âge ils ont notamment, savoir s'ils veulent transmettre, pas transmettre, et d'essayer en fait de pouvoir contribuer à faire perdurer ces savoir-faire rares qui, pas parce qu'ils sont rares, sont fragiles. Souvent, ce qui est rare est précieux, parfois même stratégique pour certaines filières. Mais comme c'est rare, c'est peu visible. Donc, on a effectivement cette volonté de pouvoir rendre ces métiers mieux compris et plus visibles. Donc, sur notre site, on a une page particulière sur ce projet et avec notamment un lien pour pouvoir qui donne lieu à un formulaire pour pouvoir justement aux professionnels détenteurs de savoir-faire art de s'identifier, d'expliquer quel est leur savoir-faire pour justement participer à ce recensement. Merci. Laurent, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Oui, nous avons deux questions. La première sur où peut-on trouver ce répertoire, cette cartographie, pardon, des professionnels de métiers d'art? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des documents qui présentent la liste des métiers? Il y en avait eu un, je crois, qui avait été réalisé par l'INEMA à un moment, une liste des métiers reconnus métiers d'art.
Oui, la liste des métiers est disponible sur notre site, les 281 métiers de la liste officielle, où il y a des fiches métiers qui sont assez détaillées. Donc tout ça, c'est disponible sur notre site. Après, sur la cartographie des métiers, peut-être que la question, c'est de savoir s'il y a déjà un site qui recense tous ces professionnels. Euh, Là, ça va être un peu plus complexe. On a un annuaire, nous, qui est basé sur du volontariat. Donc, on n'est pas exhaustif, mais on a à peu près 2000 professionnels qui sont recensés sur notre annuaire. On est très loin d'être exhaustif, hein, puisqu'on est sur des nombres d'entreprises beaucoup plus importants que ça. Et puis ensuite, vous allez avoir, en fonction des régions, des cartographies peut-être un peu plus précises par région. Mais ça va être très diversement apprécié selon les régions. Voilà, ça va être, c'est assez difficile de pouvoir recenser justement ces professionnels. C'est justement une des choses, une des premières choses que nous aidons à faire quand nous accompagnons des collectivités dans qui veulent avoir une politique métier d'art, c'est justement identifier et essayer de cartographier le tissu du territoire, qui est très mouvant, souvent. Alors, une deuxième question un peu plus ciblée. Comment attirer des professionnels des métiers d'art dans une commune de moyenne montagne de 300 habitants au riche passé historique, mais dont l'activité touristique récente repose principalement sur les activités de loisirs et de nature? Est-ce compatible? Oui, il y a pas de, il me semble pas qu'il y ait d'incompatibilité, d'autant que souvent l'activité métier d'art est quand même très respectueuse de l'environnement. On est sur des modes de production qui sont raisonnés, voire vertueux. Maintenant, ça dépend vraiment du positionnement, du contexte. Je dirais il va y avoir plusieurs plusieurs leviers. Évidemment, il faut que euh, soit on est sur une activité de métier d'art qui ne nécessite pas un flux particulier et donc une présence de clients directement sur place, parce qu'il y a un certain nombre d'activités de métier d'art qui peuvent aussi se faire soit en ligne, soit par des clientèles plus professionnelles, donc avec des relations qui se font différemment. Donc soit on est sur des activités comme ça et du coup là il va falloir plutôt appuyer sur des leviers classiques d'attractivité territoriale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des capacités d'accueil, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour accueillir ce type d'activité, et puis après est-ce qu'il y a les équipements qui permettent d'avoir une vie professionnelle et personnelle épanouissante. Soit on est sur des activités qui sont plus touristiques, qui nécessitent plus des flux réguliers de particuliers. Et là, il va falloir cibler en fonction des flux qui sont déjà attirés par le tourisme plutôt vert nature, de pouvoir, à partir de cette analyse-là, de pouvoir cibler des métiers qui sont compatibles avec justement ces activités et avec les attentes de ce type de touristes. Ouais, ça nécessite un travail un peu plus précis que ce que je vous dis là, mais voilà, dans tous les cas, ça serait mon approche. Il y avait une autre question de Monsieur Gargouille, mais j'ai vu qu'il avait levé la main pour demander la parole. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Gargouille. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Long, de vos propos. Non, c'était juste une petite expérience que je voulais partager sur les métiers d'art. Alors déjà, nous, au niveau de la commune de Château-Larcher, on est petite cité de caractère depuis 2021. C'est vrai qu'on a la chance depuis quelque temps d'avoir vu arriver un facteur d'accordéon qui a trouvé une copine qui est luthière, donc ça tombe bien. Voilà. On a un ancien moulin avec plusieurs métiers, mais bon, voilà, faut-il encore le mettre en musique, tout ça. Mais je voulais juste rebondir sur une action là qu'on a mis en place dans le cadre d'une convention avec la Chambre des métiers. Nous sommes en train de recenser en fait l'ensemble des artisans d'art du territoire communautaire. Nous avons 16 communes, à peu près 27 000 habitants, au sud de Poitiers, pour vous situer. Et donc, ce recensement devrait nous permettre de pouvoir ensuite, enfin, c'est peut-être un grand mot, mais d'essayer de créer ce qu'on appelle une route touristique des métiers d'art, avec différents
point sur lequel le touriste ou l'habitant du secteur pourrait passer une journée à s'arrêter chez l'un et chez l'autre et pourquoi pas partager un moment en essayant d'apprendre ce métier. Hein. Voilà un petit peu. Alors nous on a signé une convention avec la CMA, hein, la Chambre des métiers. On a la chance d'avoir un élu au CMA qui bah, évidemment, facilite les choses, mais avec la présidente aussi, ça se passe très très bien. Donc actuellement, on est en recensement quoi, là-dessus. Merci. Et Merci. juste Oui. une dernière petite question. Est-ce qu'aucun métier de bouche n'est reconnu comme métier d'art? Alors, non, effectivement, les métiers de la gastronomie ne font pas partie des métiers d'art. Alors, il y a beaucoup de points communs hein, dans les métiers de la gastronomie et les métiers d'art, euh, mais c'est quand même des approches différentes. Et surtout, en fait, euh, la gastronomie, c'est très vaste aussi. Les métiers d'art, c'est aussi très vaste. Euh, donc, je pense que les métiers de la gastronomie et les métiers d'art doivent être. Il y a énormément de rapprochements, il y a énormément de collaboration, euh, que ce soit dans les arts de la table, évidemment, l'ameublement, la décoration ou d'autres choses, le flaconnage ou d'autres. Mais ça reste deux métiers un peu différents, notamment puisque on n'est pas sur la production de biens durables dans la gastronomie. Et donc, du coup, c'est un fonctionnement économique et productif qui est quand même un peu différent. Et enfin, la dernière question, après on va reprendre les interventions. Comment savoir si la CMA de notre département est en... Ouais, le mieux, c'est de les contacter. Je ne peux pas trop vous dire de plus. Voilà. Après, c'est bien. Ça va être très, très variable en fonction des régions, des départements. Oui, Effectivement, et je pense, comme Monsieur Gargouille le dit, je pense que s'il y a une impulsion de votre côté, ça peut aussi provoquer ce travail-là chez eux. c'est ça. Et j'allais rebondir en disant que dans nos associations régionales, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des conventions qui ont été signées aussi avec certaines CMA ou certaines régions et que ce travail est en cours. Donc, il faudrait aussi vous rapprocher de votre référent coordinateur régional pour voir où en est ce sujet-là et si vous êtes concerné pour le moment. Et puis après, voilà, se mettre en relation directement avec les structures de votre région ou département. On va continuer parce que je vois l'heure qui arrive, enfin qui défile. On va donc vous faire des trois petits retours d'expérience, mais non, il y en a plein d'autres. Hein. Là, c'est vraiment trois différents qu'on a souhaité vous montrer. Alors, en premier, donc c'est le travail qui est fait donc à Herville-Châtel. Donc, Monsieur Bataille, je vais vous laisser expliquer tout ça. Votre micro, Monsieur Bataille. J'avais été très discipliné, j'avais coupé mon micro pour mieux vous entendre. Merci Valérie. Donc effectivement, Herville-Châtel, une démarche autour du vitrail. Euh, et là, je rejoins la notion qu'évoquait Xavier tout à l'heure, qui est l'ancrage territorial. Herville-Châtel, situé en Champagne, a cette particularité, comme beaucoup de bourgs, de communes anciennes de cette région Champagne, c'est d'avoir des vitraux de la période Renaissance qui sont d'une qualité artistique et iconographique extrêmement intéressante et riche. À Hervy, en particulier, nous avons dans l'église que vous voyez au premier plan de la photo de gauche, nous avons des vitraux Renaissance qui sont très beaux, exceptionnels sur le plan iconographique, voire même des unicats. Partant de là, dès que nous avons engagé notre démarche de valorisation patrimoniale en général, mais sur cette valorisation pour laquelle nous souhaitions avoir un axe particulier de différenciation dans nos démarches patrimoniales. Qu'est-ce qui faisait la particularité d'Herville-Châtel? Eh bien, c'était ces vitraux exceptionnels. Donc, il y a eu la construction d'un projet autour du vitrail en plusieurs étapes. La première étape a été de révéler, parce qu'il fallait restaurer ces vitraux, voire même créer des vitraux contemporains, d'ailleurs j'y viendrai, il fallait révéler ce patrimoine au plus grand nombre. Donc, l'opération de restauration non seulement des vitraux, mais aussi de l'édifice, qui a été engagée il y a maintenant presque une quinzaine d'années. Ensuite, deuxième étape, le vitrail vu à l'intérieur d'un édifice c'est une chose, mais quelle explication donner autour du vitrail?
quelle est la genèse du vitrail, comment un vitrail a été conçu, quelle est son histoire et comment fait-on des vitraux. Donc pour cela, nous avons, en donnant un nouvel usage à un bâtiment particulier qui est au cœur de la commune, qui est une prison du début du 19e siècle, construite juste après la Révolution. On la voit ici, photo de gauche, au premier plan à droite. Cette ancienne prison est devenue un lieu d'interprétation du vitrail et un lieu d'appel à création de projets autour du verre. Lieu d'interprétation du vitrail, donc on peut aller à la maison du vitrail et on va découvrir, grâce à un médiateur qui a cette particularité de bien connaître l'histoire du vitrail, on va découvrir qu'est-ce que le vitrail, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi des vitraux dans les églises, mais aussi pourquoi des vitraux dans des édifices civils qui se sont beaucoup développés à la fin du 19e, début 20e siècle. Et puis ce lieu est aussi, parce qu'on a voulu donner au vitrail un côté très contemporain, le verre n'est pas un mode d'expression, une matière d'expression du passé. Donc, à partir de cette maison du vitrail, on lance chaque année des appels à projets près de jeunes créateurs, en général jeunes créateurs, ce qui permet de donner à des jeunes une sorte de lancement, quelquefois, ou en tout cas, on l'espère, en tout cas, de les mettre le pied à l'étrier, comme on dit, pour qu'ils deviennent visibles et que peut-être à partir de là, ils aient des commandes et voire même, et c'était le troisième objectif, qu'ils s'installent dans la commune. Alors, vous voyez sur la façade de ce bâtiment une enseigne qui a été créée en 2019. Et en 2019, on a lancé un appel à projet pour tous les bâtiments communaux et tous les bâtiments des commerçants d'Herville-Châtel pour qu'ils aient une enseigne créée par des artistes, des artisans verriers, des métiers d'art verrier qui associent verre, métal, verre et d'autres matières. Et puis enfin, troisième étage de la fusée, une fois que on avait le lieu pour montrer les vitraux qui étaient vraiment le patrimoine particulier spécifique d'Herville-Châtel, une fois qu'on a eu le lieu d'interprétation et de création du vitrail, eh bien, il fallait, dans des bâtiments, que nous ayons des verriers qui s'installent. Donc, la commune s'est engagée dans la restauration d'un ensemble de bâtiments qui aujourd'hui donne lieu à 2 ateliers destinés à accueillir des métiers d'art. Vous voyez une des façades de ce bâtiment qui sont vraiment au cœur de ville. La photo de droite doit être une photo d'inauguration, j'imagine, à un moment donné, ou d'accueil d'une exposition. C'était un vernissage. Donc aujourd'hui, troisième étape franchie, nous accueillons des métiers d'art. Il y a 2 métiers d'art qui sont installés. C'était une démarche assez longue parce que, ça a été dit tout à l'heure, et comment on peut accueillir des métiers d'art, il a fallu faire beaucoup de communication. Il a fallu organiser beaucoup d'expositions avec des métiers d'art, participer au GEMA, lancer des appels à projets pour que, au bout d'un moment, des métiers d'art que l'on rencontre, donc ça nous a permis de créer tout un réseau d'artisans d'art, se disent ben, finalement, on peut s'installer dans votre commune et on va s'installer dans votre commune. Et aujourd'hui, on a un effet, un effet boule de neige, elle reste encore modeste, mais nous sommes dans la situation d'avoir 2 autres métiers d'art à installer dans la commune et de lancer des nouveaux projets pour restaurer des bâtiments. Alors, on ne choisit pas n'importe quel bâtiment, on les choisit au cœur de bourg pour créer une espèce de, peut-être de pépinière, on verra bien comment les choses évoluent, mais qu'il y ait une synergie, des relations entre les métiers d'art, et ça a été dit, on en fait le constat, qui ont besoin de se retrouver ensemble pour quelquefois partager les projets, créer une économie, mais créer aussi une activité touristique complémentaire. Nos métiers d'art sont en relation avec les hébergeurs touristiques, chambres d'hôtes notamment, proposent des week-ends, des séjours, des stages en immersion pour fabriquer des objets, pour apprendre des gestes. Et c'est couplé à l'activité touristique une démarche qui fonctionne très bien. Donc nous sommes dans cette nouvelle dynamique qui est cette troisième étape qui montre que eh bien, il y a la possibilité d'accueillir des métiers d'art dans nos petites cités de caractère. Ça devient même au bout d'une évidence, au bout d'un certain temps pour ceux qui viennent nous rencontrer. Et j'encourage vraiment tous mes collègues maires à se lancer dans une opération comme celle-là. Et finalement, aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté évidemment sur les métiers d'art qui concernent le vitrail, qui sont encore des métiers assez rares aujourd'hui parce que très concentrés dans des grands ateliers en général, mais ça touche aussi des créateurs à partir du verre. Et puis, on a une céramiste, on a demain
on a une cellière qui s'est installée. Donc, vous voyez, finalement, c'est tout un ensemble de métiers qui se retrouvent dans ce groupement d'ateliers métiers d'art. Donc, voilà la démarche par étapes qui a été la nôtre. Je pense que dans les explications, les présentations qui suivront, il y en aura d'autres. Je crois que on a tous notre histoire dans nos petites cités, mais on a aussi des démarches qui peuvent être très différentes. Et les GEMA sont une belle porte d'entrée qui font connaître nos petites cités à des métiers d'art en particulier et à des visiteurs notamment. Donc, allez-y. Je m'adresse à mes collègues. N'ayez pas peur de cette démarche-là. Elle n'est pas forcément coûteuse. On a tous des bâtiments qui sont des bâtiments souvent inoccupés dans nos communes. C'est un moyen de leur donner un nouvel usage et c'est un nouvel usage qui vraiment correspond bien à ce que nous sommes. Je suis disponible pour répondre aux questions, bien évidemment. Je voulais aller assez vite pour donner le temps à mes collègues de parler de leurs belles expériences également. Peut-être, Monsieur Bataille, une petite initiative que vous aviez eue aussi qui est intéressante, c'est le concours que vous aviez fait sur les enseignes des commerces, parce que ça permet aussi de faire travailler des artisans et de valoriser leur travail. Vous pouvez en dire deux mots, Tout à peut-être? fait. Alors, sur les enseignes, alors, chaque année, depuis maintenant 4 ans, nous lançons un appel à projet sur une thématique particulière. À travers les enseignes, l'idée, c'était d'associer nos acteurs locaux à ces projets. Ça avait deux mérites, me semble-t-il. Le premier est d'associer les acteurs locaux. Donc, on a créé des enseignes, on a fait créer des enseignes par des artisans d'art pour tous les commerces, comme je le disais, commerces ou d'autres activités d'ailleurs. Et puis, ça permet également à nos habitants de voir ce que sont ces créations, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la nécessité de franchir la porte d'une expo, d'un musée pour découvrir des créations. Et ça nous paraît, c'est aussi très important que les œuvres puissent être visibles par tout le monde, chaque jour, et qu'il y ait une participation, une sensibilisation qui se fasse à travers cet appel à projet. L'appel à projet a été lancé près de plateformes ouvertes. On a eu une vingtaine d'artisans d'art verriers de toute la France qui ont répondu, avec tous ceux pour qui ces enseignes étaient destinées, c'est-à-dire les commerçants et autres métiers. Il y a eu une sélection sur la base de dessins qui avaient été proposés. 4 artistes ont été sélectionnés et ces 4 artistes ont produit 20 enseignes sur la totalité de la commune. Alors, évidemment, un coût, nous avons des enseignes qui ont été valorisées à hauteur de 3 000 euros. Il était bien évident qu'il n'était pas possible pour nos commerçants, pour la plupart, de s'offrir des enseignes à 3 000 euros. Nous avons fait financer ce projet grâce au Fonds européen LEADER. Les projets ont été financés à hauteur de 80%. L'avance de trésorerie faite par la commune qui portait le projet et tous nos commerçants ont aujourd'hui une très belle enseigne qui est une véritable œuvre artistique et chaque artiste ayant fait une enseigne différente a une histoire pour chaque enseigne. Et partant de là, ça nous a donné l'idée de faire un parcours de découverte des enseignes avec un flyer qui raconte pourquoi l'enseigne du boulanger est là, sont des animaux, pourquoi des animaux, pourquoi cette représentation. Donc c'est devenu un parcours de découverte de la cité. Chaque année, nous lançons un appel à projet avec une participation du jury d'experts évidemment, mais aussi des habitants de la commune qui votent pour un projet. Il y a une visite organisée, commentée au cours de l'été. À la fin de l'été, on choisit l'œuvre qui aura fait l'objet du choix majoritaire du public. Et nous mettons un budget de 3 000 euros par œuvre chaque année, avec des œuvres qui, quelquefois, c'est le cas encore cette année, sont exposées en permanence dans ce lieu de découverte du vitrail qui est la Maison du Vitrail. Et l'an prochain, on vient de lancer le nouvel appel à projet qui va être un travail sur la dalle de verre. Donc, vous voyez qu'entre le vitrail et la dalle de verre, qui est aussi une forme de représentation artistique extrêmement intéressante, on peut varier comme ça pendant de nombreuses années des œuvres et on aura, j'espère, encore une très, très belle présentation d'artistes. Ça permet aussi, et ça c'est quand même l'objectif qui est le nôtre, de montrer que le vitrail est une expression tout à fait contemporaine et qu'on n'est pas simplement dans la représentation qu'on peut avoir en tête
les vitraux, ce sont des vitraux anciens que l'on trouve dans les églises. C'est pas seulement ça. C'est aussi des métiers qui sont encore extrêmement vivants et qui ont leur place aujourd'hui dans dans notre société, dans nos collectivités et sous différentes formes d'expression. Une question, Roger, sur les accompagnements sur lesquels vous avez pu vous appuyer dans la conduite de cette démarche. Alors, nous avons les appels à projets. Vous parlez des appels à projets, Laurent. La question ne le précise pas. Enfin, Madame Borderie, si vous voulez peut-être préciser votre question, c'est globalement dans toute la méthode et la conduite du projet global autour du vitrail. Alors, nous avons un médiateur à la Maison du Vitrail qui a en charge l'organisation de tous ces appels à projets. Il y a une équipe qui travaille là-dessus, constituée d'élus, constituée d'experts. Nous avons des artistes, artisans, métiers d'art et artistes autour de nous. Et nous y associons aussi des artisans d'art qui sont venus travailler dans la commune et qui veulent bien faire partie de ce groupe d'experts. Donc, il y a un noyau dur, qui chaque année, désormais, travaille sur la préparation d'un appel à projet, sur son lancement, sur sa thématique. En ce qui concerne les financements, puisque je viens de voir le sujet passer, s'il s'agit d'œuvres qui vont être à disposition on a parlé des communes tout à l'heure, c'est la commune qui se charge, et ce sont les élus d'ailleurs, qui ont en charge le développement culturel, qui se chargent de trouver les financements. Concernant les financements que la commune met elle-même, ça fait partie de son budget culturel, chaque année, d'avoir une enveloppe qui est dédiée à des créations artistiques. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Je pense que si on remonte un petit peu le fil du temps, les premiers pas, comment est-ce que, justement, dans vos premiers pas en termes d'ingénierie, en termes de réflexion, de méthode, est-ce que là, vous avez pu vous appuyer sur de l'ingénierie technique ou financière? Et puis également le rôle des petites cités de caractère dans tout cela. Je vais commencer par cette dernière question, Laurent. Le rôle des petites cités de caractère. Euh, cette démarche-là, elle a vu le jour lorsque nous avons travaillé sur notre candidature petite cité de caractère. Euh, il nous a semblé, à la lecture de la charte à l'époque, qu'effectivement, comme toutes les petites cités de caractère, nous cochions beaucoup de cases. D'ailleurs, nous avons été éligibles, puis homologués, donc ce que je viens de dire se vérifie. Mais dans la lecture de la charte, nous avions aussi vu, et puis en allant chercher des expériences dans d'autres petites cités de caractère, il était important de faire émerger ce qui était la caractéristique, quelquefois un peu cachée ou restant à révéler, de notre particularité patrimoniale. Et c'était pour nous une manière de le faire découvrir à nos habitants s'ils l'avaient un petit peu oublié, mais surtout de générer chez eux cette envie de patrimoine ou pour le moins la fierté d'avoir un patrimoine particulier. Tout à l'heure, j'ai employé le mot différenciation. Il est peut-être pas très, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais faire en sorte que notre patrimoine spécifique soit celui qui génère chez nous une dynamique patrimoniale, mais une dynamique vraiment qui nous appartienne. On a pensé qu'il était important de s'inscrire dans cette démarche petite cité de caractère avec ce qui faisait la particularité de la commune. Des belles communes avec beaucoup de patrimoine, on en a beaucoup, mais on s'aperçoit que nous avons tous une particularité. Et c'est cette recherche-là qui nous a fait nous engager pleinement sur le vitrail et les créations verrières et dérouler ce fil conducteur qui nous donnait une cohérence dans la démarche, parce qu'on a essayé d'être le plus cohérent possible, c'est-à-dire d'aller de l'histoire jusqu'à aujourd'hui une production contemporaine. Donc de l'histoire, c'est l'Église. La compréhension, l'accueil du public,
Et l'ingénierie autour de cela, c'est la maison du vitrail. Et la production contemporaine, ce sont les ateliers. Monsieur Bataille. Du coup, on vous propose alors, d'autres photos, j'ai oublié de vous montrer, voilà, donc les fameuses enseignes. Et donc, on avait l'intervention de Ponscorf, Monsieur Holnet. Je ne sais pas s'il est connecté parce que je ne vois pas son nom dans les personnes présentes. Peut-être connecté sous un autre nom. A priori, non. Du coup, je vous propose peut-être avec le peu de connaissances que j'ai sur ce dossier-là, quand même, de vous présenter la démarche de Ponscorf. Et pour les questions, du coup, ça va être un peu compliqué, sauf si Laurent, toi, tu connais un petit peu le sujet. Donc, Ponscorf, c'est une petite cité de caractère qui est en Bretagne, donc dans le Morbihan, département du Morbihan. Et elle a la particularité, comme quelques-unes de nos petites cités de caractère, d'avoir aussi le label Ville et métiers d'art. Voilà, donc pour vous situer la commune de Ponscorf. Alors, la démarche de Ponscorf, ça a été d'abord le choix d'une redynamisation basée sur l'action culturelle, artistique et scientifique. Donc, grâce à une politique active de restauration du bâti ancien tout d'abord, conjuguée aux actions du service culturel de la ville, la plupart des bâtiments patrimoniaux accueillent des structures à vocation culturelle et scientifique. Donc ça, c'est la première démarche qu'ils ont eue. Et ils ont aussi une ambition de devenir un lieu d'accueil et de résidence privilégié pour les artistes et les artisans d'art de toute horizon. Donc en 2017, Ponscorf est devenue la première ville bretonne à recevoir le label Ville et métiers d'art. Et de cette démarche-là en est découlé l'accueil d'artisans d'art. Donc aujourd'hui, ils sont assez nombreux. Les artisans font la renommée de Ponscorf, au-delà même des frontières de la commune. Et il y a une vingtaine d'artisans aujourd'hui qui travaillent sur place toute l'année. Donc ça, c'est intéressant de le noter puisque l'activité des artisans liée aux touristes peut être aussi limitée. Et donc la pérennité de ces ateliers sur l'ensemble de l'année est important. Euh, il y a un public touristique qui viennent acheter chez les artisans, mais c'est vrai qu'il y a aussi un public local. Je pense par exemple à des céramistes, par exemple, qui sont installés face à un château. Enfin, j'ai un exemple en particulier en Sarthe, avec un retour qui explique que finalement les, les consommateurs de ces œuvres sont plus facilement les habitants de la commune que les touristes de passage qui viennent au château, par exemple. Donc, c'est important de noter voilà, que les artisans d'art, en tout cas à Ponscorf, arrivent à travailler toute l'année. Et ils ont eux aussi mis en place des ateliers de professionnels, un peu comme ce que vous avez fait, Monsieur Bataille. Donc, on voit ici quelques exemples. Et ils en ont un en particulier qui s'appelle la Cour des métiers d'art, donc qui est un espace de travail, mais aussi d'exposition et de vente pour les artisans d'art de Ponscorf. Donc c'est un îlot de 3 bâtiments qui a été acheté par la ville en 1995 et qui a été totalement réhabilité avec un financement assez lourd a priori, mais je n'ai pas le détail pour le coup. Et aujourd'hui, donc cet îlot accueille une boutique galerie associative située en plein cœur du bourg, qui présente sur 3 étages et une surface de 300 mètres carrés, les réalisations de 70 créateurs de métiers d'art. L'accueil d'artisans d'art en résidence, c'est aussi une autre de leurs actions pour aider notamment les jeunes professionnels à débuter leur carrière et un renouvellement aussi de ces résidences qui permet d'accueillir et de susciter l'intérêt des visiteurs dans la durée en renouvellement constamment, donc les artisans qui viennent en résidence. Je fais juste un aparté sur l'aide apportée aux jeunes professionnels qui débutent leur carrière. C'est vrai que c'est un sujet euh, qu'on défend avec Monsieur Bataille, justement, surtout le sujet des métiers d'art au niveau de l'association nationale, parce que on s'aperçoit que beaucoup de jeunes qui sortent de formation ne savent pas forcément où aller s'installer, ni où aller chercher l'information pour savoir où ils peuvent s'installer. Et on a aussi toute une démarche à faire, nous en tant que, enfin vous en tant que commune, nous en tant qu'association et réseau, pour faire connaître le potentiel d'accueil aussi des communes petites cités de caractère auprès de ces jeunes qui sortent de formation.
Donc à Pont-Scorff, ils ont aussi les ateliers du SCORF, qui est une association qui regroupe elle aussi une vingtaine d'ateliers et d'artisans d'art. L'objectif de cette association et de ces ateliers est de créer des événements collectifs afin de mettre en lumière les savoir-faire et les réalisations artistiques. Voilà, donc j'ai été assez rapide, hein, je m'en excuse parce que donc l'intervenant n'est pas présent. Je ne sais pas, Laurent, si tu peux compléter peut-être, toi qui connais un peu mieux Pont-Scorff que moi, sûrement. Non, pas tellement, l'essentiel est là, hein. C'est un vrai choix patrimonial qui a été fait par la commune il y a quelques années, et puis notamment autour de cette idée de créer au cœur de la commune. On est vraiment à l'épicentre, un village d'artisans et de professionnels métiers d'art autour de la restauration d'un îlot qui était abandonné. Donc ça a donné vraiment une couleur patrimoniale à la cité, affirmer le caractère. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est, entre guillemets récompensé par la marque Ville et Métiers d'Art. Et c'est dommage que l'élu soit pas là parce qu'il y a aussi un système justement de location, c'est pas des ateliers qui sont figés. Donc, mais ça, j'aurais pas assez d'éléments pour vous les décrire. On demandera peut-être à M. Net de compléter par écrit le principe de baux qui ont été mis en place pour justement que ça puisse aussi tourner, assurer à la fois l'occupation des locaux, mais également le renouvellement de temps en temps des professionnels pour les accompagner dans leur projet. Alors, on va avoir une dernière intervention, retour d'expérience. Donc, Monsieur Mavigné, qui représente donc la commune de Bénévent-l'Abbaye, dans le département de la Creuse, en Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisse la Oui, parole, monsieur. oui, bonjour à tous. Donc, Bénévent-l'Abbaye, une commune creusoise de moins de 800 habitants. Alors, 50 km de Limoges, avec les spécificités que vous connaissez autour des arts du feu et de la porcelaine. 50 km aussi d'Aubusson, avec la Cité internationale de la tapisserie, Aubusson, capitale mondiale de la tapisserie. Donc, un passé assez riche. Je veux dire, quand on est à proximité des deux, on fait vite le lien entre savoir-faire, patrimoine et économie. Donc, Bénévent, l'abbaye, comme son nom l'indique, a un patrimoine assez important, dont une ancienne abbaye, dont la commune est propriétaire, et qui a une aile qui est occupée par les écoles, et l'autre aile était devenue disponible et devenait un point noir dans le centre-bourg. Donc, on a essayé de développer un projet. On a fait, bon, étant petite cité de caractère depuis maintenant 10 ans, on a fait le lien très rapidement entre patrimoine et, et économie aussi, et petite cité de caractère. Donc, on a essayé de développer un projet qui puisse déjà nous amener des financements, il ne faut pas se le cacher. 800 habitants, un projet d'1 300 000 € en face. Si on n'arrive pas à 80% de subvention, nous, on ne sait pas faire. Donc, il fallait pouvoir présenter un projet original et aller chercher les subventions, notamment au niveau européen. Donc, j'aimerais bien d'ailleurs qu'elle me les paye, entre parenthèses, après les 3 ans de fin de travaux, on m'attend toujours la somme de 414 700 €. Donc, on a développé un projet, nous, de mise à disposition de jeunes artistes ou artisans d'art d'ateliers, sous la forme de pépinières. Donc, on a fait le pari d'une pépinière en se disant que les occupants de ces ateliers, il y en a 7 exactement, donc quand leur entreprise aurait mûri, quand leur projet aurait mûri, que leur entreprise serait suffisamment solide, pourraient rejoindre des bâtiments du centre-bourg et participer à la redynamisation du centre-bourg. Redynamisation n'est pas tout à fait correcte et bénévole parce qu'il y en a une bonne dynamique dans le centre-bourg, mais disons, en apportant des activités nouvelles, à conforter l'activité économique du centre-bourg. Donc, voilà la genèse de ce projet, c'était donc dans un premier temps de mettre des ateliers à disposition de jeunes créateurs. Mais ça ne suffit pas. Donc, c'est pas en fournissant cet atelier qu'on va amener et qu'on va conforter ces jeunes dans leur projet. Donc, on a ajouté donc 2 salles d'exposition où ils puissent eux-mêmes donc présenter leur création, mais aussi où on puisse organiser des expositions pour créer un flux
et faire découvrir donc l'activité de ces créateurs. Donc, 7 ateliers, 2 salles d'exposition, un bureau d'accueil, avec donc une personne dédiée qui est à côté de moi, donc une animatrice coordinatrice, c'est Marie, donc qui est là pour effectivement faire l'accueil, mais créer aussi une dynamique et fédérer des actions communes dans la Maison des Patrimoines. C'est le nom donc, de ce projet-là. Donc en même temps, bien sûr, si on dit pépinière, dans l'espoir que les artistes ou artisans qui sont là se fixent dans le centre-bourg, il faut derrière pouvoir proposer autre chose dans le centre-bourg. Donc parallèlement, on travaille aussi sur des bâtiments délaissés du centre-bourg. Là, on vient de terminer donc une grosse opération encore, donc d'un bâtiment qui était immense, qui n'avait aucun destin, je veux dire, dans le privé, qui n'avait aucun intérêt pour le privé, puisque c'était encore plus d'1 million d'euros de travaux. Donc on a fait 3 logements et 2 boutiques. Bon, il y en a déjà une qui est occupée par des producteurs et des artisans locaux qui étaient déjà là. La deuxième, donc il y a une candidature aujourd'hui d'une dame qui fait du tricot, qui travaille la laine, donc. Et nous sommes dans un projet pour 2025 aussi de mise à disposition de réhabilitation d'un autre immeuble où il y aurait un logement et une boutique. Donc voilà, c'est une démarche c'est une partie de notre politique donc municipale, donc de développement économique à partir de la valorisation, de la protection et de la valorisation de notre patrimoine, quel que soit le patrimoine. Je pense au patrimoine naturel aussi, on est dans la Creuse. On a quelques avantages à y être. Si certains y voient des inconvénients, nous on voit beaucoup d'avantages. Mais bon, par exemple, sur la politique de la municipalité, on a beaucoup travaillé sur l'élimination des énergies fossiles. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais on est passé de 180 000 litres de fioul à 1500. Donc c'est toute une politique donc, de développement économique de la cité par la valorisation et la protection du patrimoine. Donc maintenant, on est à 3 années on est dans la 3e année de vie de la Maison des Patrimoines. Donc on a essuyé les plâtres, très clairement. Ça veut dire clairement qu'on a fait beaucoup d'erreurs et qu'on va, ma foi, vivre de ces erreurs pour les éviter et puis pour permettre à d'autres qui auraient envie de mener des projets similaires de ne pas les faire. Donc on a voulu remplir trop rapidement les ateliers et on a pris toutes les candidatures sans exiger finalement d'adhésion à notre projet. Donc on s'est aperçu très vite qu'on ne pouvait pas mettre une démarche commune en place. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus exigeant sur la sélection donc, des candidats. On a eu aussi le temps de se faire connaître. Et, par exemple, les 2 prochaines les prochaines artistes qui vont arriver, une là dans 15 jours, vient de Lyon, d'origine vénézuélienne. Donc elle travaille la laine et les tissus, c'est bien pour sa proximité avec Aubusson, dont elle connaît bien l'activité d'ailleurs. Et une autre arrive en fin d'année, elle vient du Cantal. Donc voilà, on a proposé maintenant une démarche collective avec donc une adhésion à certaines activités de la Maison des Patrimoines. Donc, par exemple, ça a été signalé dès le début, d'ailleurs, que ce sont des professionnels, ce ne sont pas des gens qui sont là pour accueillir du public et uniquement accueillir du public. Donc, il y a une certaine contrainte à accueillir un après-midi par semaine le public, d'ouvrir l'atelier à l'accueil du public. Il y a une obligation de participer à la vie de la Maison des Patrimoines, par exemple en donnant du temps à l'accueil aussi. Donc on est à 5 sur 7 là, qui sont remplis. Donc voilà, les 2 autres, on prend le temps de les remplir. On s'est aussi trompé sur le recrutement de l'animatrice, coordinatrice au départ. Voilà, on est à la 3e et c'est la bonne. Marie est la bonne. Donc voilà, je crois qu'il faut. On a voulu aller trop vite parce qu'on avait un projet qui était un peu original et qui amène forcément une critique dans la population. Hein.
population creusoise ne croit pas trop à l'innovation. Donc, on a voulu avoir des résultats trop rapidement. Et on n'a pas eu ce qu'on attendait. Donc, par contre, oui, il y a une très bonne fréquentation. Donc, on sélectionne aussi la qualité des exposants. Hein. Donc, on a des expos de qualité sur toute l'année, hein, à peu près sur 10-11 mois de l'année. Donc, il y a au moins une expo dans une des deux salles. Et puis, donc, les artistes ou artisans d'art présents peuvent exposer eux-mêmes, y compris dans le local d'accueil. Voilà en gros ce qui s'est passé sur cette réhabilitation, belle réhabilitation donc qui n'était pas facile à faire, puisque on est aux abords d'une collégiale classée monument historique. Et voilà, donc il y avait beaucoup d'exigences de l'architecte des bâtiments de France, mais voilà, ça nous a permis aussi d'être tout à fait dans l'esprit petite cité de caractère, dans cet esprit de qualité autour de notre patrimoine. Est-ce que, Monsieur Mavigny, vous pouvez aussi expliquer la démarche sur la réfection des clochers de la collégiale avec l'entreprise de Bardot? Si c'est une Alors vraie voilà, démarche, donc et notamment par Bénévent, rapport à la chaufferie. Bénévent a un patrimoine assez important, bon, patrimoine historique, vous le voyez par la collégiale, donc inscrite, qui est classée monument historique, pardon, et Bénévent aussi une entreprise qui doit être la seule, je pense à peu près en France, qui fabrique des bardeaux de châtaignier, c'est-à-dire les couvertures en tuiles les tuiles de châtaignier. Qui recouvre beaucoup de monuments historiques en France. Donc, la SARL Richard est la seule qui est agréée par les monuments historiques pour les couvertures en bardeaux de châtaignier. Donc, effectivement, bon, nous, les deux clochers là, de l'église sont couverts en bardeaux de châtaignier, donc ils sont fabriqués à Bénévent-l'Abbaye. Alors, c'est une entreprise qui a une petite vingtaine de salariés, donc où il y a un vrai savoir-faire qui est unique. On en a aussi parlé à un moment, hein, et dont la transmission va poser problème. C'est certain que cette entreprise a un fort développement autour des métiers du bois, hein, autour de la fabrication de piquets de châtaignier, de bois de chauffage, de plaquettes de bois, d'ailleurs, quand je vous disais qu'on a éliminé beaucoup de nos énergies fossiles, c'est aussi en confortant cette entreprise et en lui permettant d'évacuer donc les plaquettes de châtaignier et tous ces déchets. Donc on rachète à peu près, on valorise à peu près tous ces déchets. Donc voilà, on a couvert, les deux clochers sont couverts en bardeaux de châtaignier qui peut être aussi utilisé pour des décorations de façade, voire des décorations intérieures. Hein. C'est une particularité, oui, de Bénévent-l'Abbaye. Aussi, une autre particularité, c'est la fabrication de la bénéventine, la liqueur locale, qui n'est pas fabriquée à Bénévent. C'est une marque qui était disparue avec le temps. Donc, on l'a, au moment d'un autre projet porté par la communauté de communes, Cénovision, on a refabriqué la bénéventine. Donc, voilà, il y a on a une autre tradition autour de l'activité bouchère, autour des ovins. On avait un abattoir spécialisé au vin qui aujourd'hui est fermé avec les normes, toutes les exigences au niveau des normes ne permettaient pas son maintien dans les années 70. Donc, mais il y a aussi un patrimoine qui était assez exceptionnel et qui fait partie de la richesse patrimoniale de Bénévent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait une question, si tu peux revenir sur la slide où il y avait le montage financier. Monsieur Mavigné, si vous pouvez revenir un petit peu, parce que c'est une question sur les fonds européens que vous avez pu mobiliser, faute de les recevoir, mais que vous avez au moins pu Oui. mobiliser sur le plan de financement de l'opération. Oui, alors on a effectivement pu bénéficier du FEADER là, à l'époque, donc c'est très important. C'était 50% à l'époque. Bon, après, le projet a été plus coûteux que
que prévu, mais oui, il y a eu si vous voulez, tout le monde a été associé pour amener un projet de cette ampleur-là dans une commune de cette taille-là. Donc, sans l'Europe, sans le FEADER, ça n'aurait pas été possible. Donc, la région avait aussi participé, le département de la Creuse, de façon importante à ce moment-là d'ailleurs, l'État au titre de la DETR, et puis bon, la Fondation Crédit Agricole qui existe et qui n'est pas forcément connue, mais voilà, je l'ai sollicité sur d'autres projets, notamment elle a des interventions autour de la valorisation du patrimoine. C'est à savoir pour ceux qui sont sociétaires du crédit, pour les communes sociétaires du crédit agricole. Voilà, donc oui, l'Europe a été intervenue. Alors le grand défaut de l'Europe, c'est de payer très tardivement. Là, on est à 3 années d'attente du versement de la subvention. Donc, forcément, on est obligé de faire du pré-relais dans l'attente du versement. Et un pré-relais, ça génère bien entendu des intérêts. Et là, tous les ans, on perd 9 000 euros d'intérêts depuis 3 ans. C'est un peu dommageable. C'est pas rien, 9 000 euros. Je veux dire, pour l'investissement, c'est pas grand-chose, mais en fonctionnement, c'est très important. C'est vraiment une. Moi, j'ai tendance à dire que les communes, les petites communes, sont exclues des aides européennes, quoi, à part les programmes leaders, quoi, et qui aussi sont un peu plus rapides, mais pas toujours. On vient d'être payé là. On a reçu récemment une petite subvention du programme leader. Ça fait 6 ans qu'on l'attendait quand même. Donc il faut, c'est un des problèmes. Ça. Il y a une main levée, Madame Borderie, vous vouliez prendre la parole? Allô, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis élue à Lassay-les-Châteaux. Euh, donc, j'ai suivi tout le webinaire. Donc, bon, c'est tout à votre honneur de mettre en avant ces métiers d'art et ces artisans. Mais moi, je me pose vraiment la question des accompagnements concrets qu'apporte le fait de faire partie du réseau PCC. Parce que faire partie du réseau PCC, on ne va pas se leurrer, ça a un coût pour les communes. Surtout les petites communes. Et là, les exemples, les partages d'expériences qu'on a, ce sont essentiellement des petites communes, très petites même. Donc voilà, faire partie du réseau de PCC, ça ne doit pas être juste une étiquette, une signalétique particulière qu'on appose sur nos panneaux et être un numéro sur votre carte nationale. Moi, je m'interroge vraiment sur l'apport que vous pouvez apporter, aussi bien en termes d'ingénierie que de subventions. Merci. Laurent, je réponds, tu réponds? Je peux commencer. Alors, il faut savoir qu'en Pays de la Loire, puisque c'est votre région de référence, il y a quand même un gros accompagnement de plusieurs collectivités, notamment de la région Pays de la Loire, hein, avec des aides dédiées aux restaurations d'édifices notamment et à tout ce qui est lié au projet des communes. Donc 30% de subvention, c'est quand même pas négligeable. Et on a, en tout cas au niveau des métiers d'art, tout un travail qui est fait en collaboration avec la Chambre, la Chambre régionale des métiers d'art et notamment la mission régionale métiers d'art. Et donc tout ce travail de recensement et de cartographie des métiers d'art et des espaces vacants pour accueillir des artisans est mis en œuvre. Donc, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été envoyé à l'ensemble des communes et pour lequel vous pouvez postuler assez facilement. Sur les exemples de petites communes, alors c'est dommage que l'élu de Pont-Scorff n'ait pas pu être là, mais Pont-Scorff, c'est 4000 habitants, hein. C'est pas tout à fait une petite cité de caractère. Quant aux Alors, aides, il était connecté a priori, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris la parole. Il m'a envoyé un petit message pour me dire voilà, qu'il était là sous le nom de Tiffany Griffon, mais bon, il n'a pas pris la parole. Je ne sais pas s'il est à nouveau avec nous ou s'il s'est déconnecté. Mais voilà. Oui, si je pouvais donner une petite réponse, moi, je ne pense pas que l'adhésion à petite unité de caractère soit impossible pour une petite commune. En tout état de cause, moi je trouve que c'est pas cher, compte tenu de de tous les apports que l'on peut avoir autres. Par exemple, quand on finance, quand le coût de mise en place d'un film revient
à 500 euros à la commune, alors que la fabrication a coûté 4500 ou 5000 euros. Je veux dire, c'est plutôt un apport de PCC envers la commune que le contraire. Ensuite, bon, je pense pas que l'adhésion petite unité de caractère ou à n'importe quel label génère des subventions. C'est la participation des adhérents qui va faire vivre le collectif. Mais voilà, c'est pas. On n'attend pas de subvention de la part de PCC quand on adhère à PCC. Il ne faut surtout pas attendre de subvention. Ce n'est pas du tout le but. Ce n'est pas l'état d'esprit. Il serait intéressant aussi de vous partager une intervention. On aurait presque pu l'inscrire au programme du webinaire, mais il était déjà bien chargé. L'autre jour, on était en centre Val-de-Loire et on a eu une personne, un professionnel des métiers d'art qui est intervenu avec un regard un discours que je n'avais pas l'habitude d'entendre et qui nous disait, en tant que professionnel, pour nous, le fait qu'une commune soit petite cité de caractère et engagée dans un SPR, c'est une sécurité parce que ça veut dire que la commune a un projet sur le long terme. Et ça, pour un investisseur qui a besoin de temps pour rentabiliser son investissement et d'une visibilité sur le moyen long terme, il disait c'est très très rassurant et très sécurisant, y compris dans la relation avec les banquiers, de montrer qu'on s'installe dans un contexte un peu sécurisé sur le long terme. Ça, c'est un discours sur lequel je pense, enfin, ça fait plusieurs fois que je l'entends avec des professionnels qui choisissent de venir s'installer dans des petites cités de caractère. Et je pense qu'il faudra qu'on travaille sur des témoignages comme ça, sur cette approche sécurité pour un investisseur. Si je peux me permettre de compléter, je dirais aussi que du point de vue des professionnels, c'est extrêmement important. On parlait de comment on attire des professionnels des métiers d'art. Euh, Comme je vous le disais, ils ont un modèle économique qui est très sincère dans leur rapport à la matière, etc. Et je pense qu'ils sont aussi en recherche de sincérité dans l'engagement des d'autres acteurs et des communes sur le sujet des métiers d'art. Et je pense que ce qui est extrêmement important et intéressant dans ce que porte Petite Cité Caractère, c'est qu'il y a justement un engagement sincère vis-à-vis de ces métiers. Et que ça, je pense que enfin, le métier d'art, c'est un petit monde. Je pense que c'est aussi quelque chose voilà, qui se reconnaît dans nos milieux et qui joue aussi sur l'attractivité qu'il peut avoir aux communes vis-à-vis de ses professionnels. Tout à fait. Et quant à l'apport que peut apporter le fait d'être petite cité de caractère, alors ça nous donne une visibilité nationale aujourd'hui reconnue, ce qui n'est pas neutre pour des petites cités de caractère, qu'on soit tout petit avec quelques centaines d'habitants ou quelques milliers d'habitants. Je pense que ce que nous partageons ensemble depuis de nombreuses années nous donne une visibilité très utile près de nos partenaires, euh, cofinanceurs, parce qu'il y a une démarche commune et une démarche de construction d'un véritable réseau attractif au niveau national. Le partenariat que nous avons maintenant depuis 2017 d'ailleurs avec l'INMA puis l'ISFF maintenant. Dans ce partenariat, et Valérie le rappelait, il y a une démarche pour faire connaître les petites cités de caractère comme étant des cités qui peuvent accueillir des métiers d'art. Et cette démarche qu'on est en train d'engager avec le recensement des disponibilités, là on est en train et on a vu de belles démonstrations d'actions qui sont remarquables, qui sont faites dans des communes, et Bénévent l'Abbaye, petite commune, s'engage dans un projet extrêmement ambitieux. Je pense que André Mabinier nous pourrait nous dire les retombées pour la visibilité de la commune, la fréquentation touristique, les retombées économiques que cela génère. Donc c'est toute cette démarche qu'on partage ensemble et qui, André a raison, en tout cas c'est notre considération pour un coût financier d'adhésion des communes aux petites cités de caractère, qui certes peut être variable selon nos associations régionales, mais qui reste somme toute modeste. Et je crois, mais j'en suis sûr, que jamais nous ne pourrions engager ensemble seuls ce que nous sommes en train de mutualiser depuis des années et de porter au niveau national. Donc, je crois qu'il faut que nous ayons ce raisonnement global et on n'a pas fini de s'apercevoir le bien fondé de la démarche qui est la nôtre et qui est reconnue aujourd'hui et dont on bénéficie tous. Ce n'est pas forcément très visible, mais c'est une réalité.
Oui, oui, moi je confirme que le label PCC nous a amené une nouvelle clientèle, un nouveau type de clientèle. Les gens, les touristes venaient à Bénévent pour le Cénovision. Aujourd'hui, les touristes viennent à Bénévent pour Bénévent et découvrent qui est le Cénovision. Mais on a mis aussi en place, on a fait une aire d'accueil de camping-car aussi, où on a soigné la qualité, ainsi de suite. Bon, toujours cette notion de qualité est prise en compte quand on est dans la démarche PCC. Je crois que ça nous a apporté beaucoup. La démarche PCC nous oblige un peu à mettre la touche de qualité dans chacun de nos projets. Je crois que ça nous a changé un peu notre mode de gérer la commune. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas, on voit des gens qui se promènent dans Bénévent, qui viennent parce que Bénévent est repéré en tant que petite idée de caractère et découvrent qu'il y a le Cénovision, alors qu'il y a 10 ans, les gens venaient à Bénévent pour le Cénovision ou pour l'église. C'est clair que la fréquentation a augmenté. Bon, on n'a pas d'éléments de mesure, on ne peut pas dire de combien la fréquentation est augmentée, mais c'est clair, on voit aussi que les commerces de centre-bourg se portent très bien. Donc, l'activité touristique y participe grandement quand on est dans la Creuse. Globalement, il y a un indicateur qui est très intéressant. Alors, je vais, pardonnez-moi, sortir un peu du prisme métier d'art, qui est les investissements privés qui sont faits dans la commune depuis que nous sommes petite cité de caractère. Alors, ça n'a pas forcément éclaté tout de suite, mais il faut le constater sur la durée. Investissement privé, y compris investissement de porteurs de projets. Et ça, je crois que ça, c'est significatif. Comme le rappelait Laurent pour ces métiers d'art dont les propos nous ont tous fait plaisir lorsque nous étions à Tours, euh, un investisseur ne va pas venir investir dans la commune pour un projet de développement s'il ne croit pas en l'avenir de la commune. Et je crois qu'à travers notre démarche de petite cité de caractère, on est en train de construire un avenir pour ces communes rurales. Et les investisseurs, lorsqu'ils investissent, ils calculent le retour sur investissement. Ce ne sont pas des investissements pour nous faire plaisir, c'est véritablement parce qu'il y a un intérêt à investir. Lorsqu'un métier d'art vient s'installer dans une petite cité de caractère, c'est parce qu'il considère qu'il a l'environnement porteur pour développer son projet. Ça, ce sont des indicateurs très concrets que l'on pourrait, par demande d'infos dans nos petites cités, les mesurer, mais ça existe vraiment. Il faut être patient, hein. Ça ne se fait pas forcément. Tout dépend de l'endroit où on est, tout dépend du développement touristique, du territoire où l'on est, tout dépend de la dynamique qui est déjà engagée. Il faut quelquefois être patient, mais c'est quelque chose que l'on peut véritablement vérifier. Merci. Je vous propose de Madame terminer Borderie, par l'intervention de Monsieur Long Valérie, parce que oui. Madame Borderie avait levé la main, demandé à prendre la parole. Ouais, mais enfin, c'est juste que je regarde les délais et est-ce qu'on peut finir peut-être les interventions et garder les réponses à la fin parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis parce que le webinaire est censé être terminé là depuis 5 minutes déjà. Est-ce que ça vous embête si on finit les interventions et on garde les questions pour la fin pour ceux qui veulent bien rester encore? Ok, Valérie. Parfait. Alors du coup, Monsieur Long, je vais vous laisser terminer la présentation avec l'accompagnement de l'Institut. Oui, je vais être très bref, parce qu'effectivement, il est tard. Donc, l'accompagnement de l'Institut pour ce qui vous concerne. Donc, aujourd'hui, on est une association de portée nationale avec un déploiement territorial qui a lieu depuis quelques semaines, où est prévu d'avoir 4 délégués territoriaux pour couvrir toute la France, ce qui va être quand même assez compliqué. Mais bon, c'est déjà ça. Euh, et qui ont notamment pour mission donc, de poursuivre ce qu'on fait déjà sur la l'identification et la connaissance de l'écosystème des différents territoires en matière de métiers d'art et de savoir-faire excellence. On a parlé des chambres de métiers, mais effectivement, aux côtés des chambres de métiers avec lesquelles on travaille, euh, il y a aussi des indications à aller chercher. Nous n'avons plus de son, Valérie. Oui, pareil, il y a eu un petit bug du côté de l'Institut. Je ne sais pas s'il est toujours connecté ou pas. Euh,
En attendant qu'il arrive à se reconnecter, on peut peut-être passer au GEMA rapidement. Donc, je vais prendre la main du coup sur la présentation. Donc, l'Institut pour les savoir-faire français est aussi à l'origine des Journées européennes des métiers d'art, un événement qui a lieu fin mars, début avril et qui lance donc le début de la saison touristique pour beaucoup dans nos communes. Donc, c'est un événement que nous on relaie dans le réseau avec grand plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui un tiers de nos communes qui participent à cet événement. On l'encourage d'autant plus que certaines communes viennent au sujet des métiers d'art par le fait d'avoir relayé ou participé à un moment donné à ces journées-là. Et parfois, des artisans viennent s'installer dans la commune après avoir participé à une animation. Voilà, donc ces journées sont très intéressantes à plusieurs niveaux. Sachez que c'est une procédure de candidature qui sont ouvertes normalement à partir du mois de novembre et qui seront closes normalement en janvier. Xavier a déjà mis dans le chat, je voyais tout à l'heure, quelques informations sur la prochaine édition. Elle aura lieu du 31 mars au 6 avril. Le thème de cette année, c'est Trait d'union pour marquer le lien qu'il peut y avoir entre les artisans et leur territoire, leur collectivité, leur lieu culturel, entre l'artisanat et d'autres secteurs, l'artisanat d'art à la croisée de différents domaines. Donc l'ouverture des inscriptions se fera cette année début décembre. Et l'objectif, c'est vraiment de favoriser les événements collectifs en impliquant les professionnels, les collectivités, les établissements de formation ou les établissements culturels ou patrimoniaux. Alors c'est vrai que nous, on a tendance à privilégier dans nos communes l'ouverture des ateliers de vos artisans d'art parce qu'ils apprécient beaucoup ces temps d'échange et de rencontres directement dans leurs ateliers. Alors pour avoir échangé avec pas mal d'entre eux, on s'aperçoit tout de même qu'ils participent volontiers à des événements à partir du moment où la commune ou une association ou un office de tourisme coordonne pour eux l'événement. Ils ont beaucoup de temps dédié à la fabrication de leur production et à la vente, et très peu finalement sur de l'animation, alors qu'ils sont très volontaires pour y participer souvent. Quand les communes prennent en main l'organisation de ces journées-là et coordonnent l'ouverture des ateliers, communiquent sur la participation des ateliers au GEMA, ça marche vraiment très bien. Donc, ça peut être une des actions envisageables. On aime bien aussi préconiser à l'occasion de ces GEMA de participer aussi sans forcément avoir d'atelier dans sa commune, parce que il arrive effectivement quelquefois qu'il n'y ait pas d'artisans d'art présents dans les communes, mais vous avez forcément des chantiers de restauration parfois sur des édifices privés ou publics. Et ces journées européennes des métiers d'art favorisent aussi la rencontre avec les artisans qui œuvrent sur ces chantiers de restauration. Donc ça peut être tout simplement ouvrir un chantier pour aller rencontrer et discuter avec les artisans. Ça peut être aussi ouvrir vos écoles de formation si vous en avez dans des lycées, dans des structures de formation professionnelle, pour aussi insister sur la transmission, sur la connaissance de ces métiers-là auprès des jeunes. Beaucoup de choses finalement à proposer dans le cadre des GEMA et dont la procédure d'inscription vous sera communiquée dès l'ouverture. On a une fiche technique dédiée à cette journée-là qui est en ligne sur notre site internet. Donc on la mettra à jour quand on aura les dernières données et elle sera disponible à cette occasion. Voilà, donc je ne sais pas si Xavier a réussi à se reconnecter. A priori, non. Non, il vient Euh, d'envoyer un message sur Internet disant qu'il n'arrivait plus à se connecter. d'accord. Alors peut-être vous faire lecture quand même de ce qu'ils avaient préparé. Donc c'est vrai que l'Institut est là aussi pour accompagner à la fois les ateliers, mais aussi différentes structures telles que la nôtre qui agissent sur ce volet-là. Donc ils agissent notamment sur l'identification et la connaissance de l'écosystème du territoire en matière de savoir-faire d'excellence. Ils sont aussi là pour faire de l'ingénierie de projet en accompagnement au développement des projets. Donc, c'est en ça aussi où vous, dans vos communes, vous pouvez avoir un accompagnement de leur part. Ils mettent en place aussi beaucoup d'outils pour l'accompagnement des entreprises de savoir-faire d'excellence. Donc, je vous encourage d'ailleurs à aller voir leur site internet parce que beaucoup de choses sont recensées dessus.
Et il participe aussi au dialogue entre les instances nationales autour des enjeux réglementaires et stratégiques des métiers d'art et savoir-faire d'excellence. Donc, ils sont souvent associés à des groupes de travail, voilà. Et puis, en parallèle, il faut savoir qu'ils organisent aussi pas mal de concours. Ils ont aussi le dispositif Maître d'art élève pour justement œuvrer sur la transmission. Donc voilà. Et puis donc une assistance à l'ingénierie de projet en particulier, donc pour faire des métiers d'art un levier d'attachement et de rayonnement de votre territoire en matière de tourisme, d'économie et de cohésion sociale. Il propose aussi une assistance à l'élaboration de projets pour favoriser l'émergence de dispositifs pour aider des professionnels. Et enfin, un accompagnement dans la mise en œuvre de politiques territoriales en direction des métiers d'art. Voilà. Faut savoir que l'Institut est l'opérateur national hein, sur le champ des métiers d'art du ministère de la Culture. Donc voilà, donc c'est un bon partenaire pour nous en tout cas et pour vous en particulier. Et donc c'est avec plaisir que nous œuvrons avec eux depuis 2017. Je ne sais pas, Monsieur Bataille, si vous voulez compléter cette présentation de l'Institut, puisqu'on fait partie donc du conseil d'administration de cet institut depuis quelques mois maintenant. Et les propos que vous avez lus de l'Institut sont très bien, on en rappelle les fonctions. Il était important pour nous que PCC soit représenté au conseil d'administration. On est vraiment au cœur des débats autour des métiers d'art. Et j'espère que mais les promesses qu'on peut évoquer aujourd'hui dans cet approfondissement de la collaboration, cette vraiment participation de l'Institut pour nous aider à être en relation davantage avec des métiers d'art, pour qu'on soit vraiment des lieux d'installation des métiers d'art. C'est un partenariat qui est en train de s'intensifier. Valérie, vous en faites partie. Nous avons, en dehors du point que l'on fait sur les GEMA, aussi des réunions sur ce sujet. Donc, je pense que c'est un partenariat très utile et qui va s'étoffer et montrer au fil du temps l'intérêt pour les PCC. Et puis, c'est un partenariat qui finalement va tout à fait de soi, comme les métiers d'art vont de soi dans nos petites cités. Et on est vraiment sur les mêmes projets de qualité, de savoir-faire et de partage de relations entre des élus et des métiers d'art. C'est un de nos très beaux partenariats, comme on en a quelques autres. Ce rendez-vous était extrêmement intéressant. J'ai trouvé que les expériences qui ont été partagées sont de très très belles expériences. Hein. Bénivent, c'est remarquable. Et le maire n'a pas hésité, André, à nous faire part aussi des difficultés, parce qu'il y en a, effectivement, moi, c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il ne faut pas aller sur ces projets-là, mais on a tous à apprendre des difficultés que l'on a pu connaître dans nos expériences les uns des autres. Comme il l'a dit, eh on les partage et puis on sait ce qu'il faut faire ou pas faire, même si chaque contexte est un peu différent. Porskov, c'est aussi extraordinaire, donc je pense que si on aurait pu avoir toute une liste de très beaux projets présentés cet après-midi. Peut-être même d'ailleurs, il faudrait qu'à un moment donné, on puisse répertorier toutes ces expériences-là. Ça fait partie des belles expériences qu'il y a dans les petites cités de caractère. Moi, j'encourage vraiment hein, tous les élus des petites cités de caractère à aller au moins vers les GEMA. C'est un beau moment qui se développe de plus en plus. C'est une visibilité qui nous est donnée. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire cet accueil de métiers d'art. Mais je crois que vous aviez déjà eu un certain nombre d'infos, Valérie, puisque vous nous aviez donné le nombre de métiers d'art installés dans notre petite cité de caractère. Plus de 1000, hein, je crois. Vous avez certainement le chiffre en tête. C'est Oui, c'est assez ça. impressionnant. Pour l'instant, c'est une estimation, mais c'est vrai qu'autour de 1000, c'est sûr, mais probablement plus. On le saura quand on aura fait la cartographie nationale, mais encore du travail. Tout à fait. Donc, dans notre projet Petite Cité de Caractère, c'est un des axes, je crois, extrêmement importants qu'il faut valoriser. Et puis, on est dans cette recherche d'évolution de nos petites cités. On sait pertinemment que, à la fois, des entreprises très anciennes ne trouvent plus leur place dans la vie de nos habitants, des commerces, certains commerces non plus. Et je pense que les métiers d'art sont véritablement une nouvelle activité qui peut se réimplanter parce qu'elles ont existé à certaines époques. Donc, je crois que c'est un bel axe de travail qu'il faut que l'on continue à développer et l'Institut est vraiment à nos côtés pour cela. Donc, merci Valérie pour avoir mis en place ce webinaire.
Merci à tous ceux qui ont participé. Et j'espère que le bilan qui sera fait des prochaines GEMA 2025 montrera qu'on a encore battu un record de participation euh, cette année. Et j'espère que la réponse qui a été apportée à Madame de Borderie, j'ai été peut-être un peu court et un peu général, mais nous sommes à disposition, Valérie, Laurent, moi-même et bien d'autres, pour faire partager nos expériences aux élus des communes qui voudraient nous rappeler. Je pense que Valérie, vous laisserez les coordonnées, en tout cas vous pouvez laisser les miennes et je répondrai bien volontiers aux interrogations. Notre expérience en est une, il y en a beaucoup d'autres. Merci. Alors, j'ai Et mis je crois que c'est effectivement. comme ça, ensemble, que l'on peut grandir. Merci. J'ai mis mes coordonnées, ceux de Xavier Long, mais il y en aura d'autres à partager. C'est juste que voilà, si vous souhaitez avoir des renseignements sur les intervenants ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter l'un ou l'autre, on transférera tout ça. Et puis, juste rappeler que le travail qu'on fait en région aussi avec les coordinateurs des petits sites caractères ou les référents dans les CMA, vous pouvez les contacter aussi pour engager un travail sur le terrain. Les coordonnées sont pas là, mais on peut aussi vous les transmettre facilement. Voilà. Donc, sachez que cette réunion a été enregistrée et que vous pourrez la retrouver très bientôt en replay sur notre site internet. Voilà, je ne sais pas, Laurent, si il y a d'autres du coup demandes de questions ou autre chose d'échange. Je n'en vois pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre adhésif. On va tous se voir. Ah, c'est parfait. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer la réunion. Merci, Monsieur Bataille, pour cette conclusion. Et donc, on vous donne rendez-vous. Le prochain webinaire aura lieu le 29 novembre de mémoire ou le 28, je ne sais plus trop, un vendredi, autour de la présentation du réseau Église ouverte. Voilà, donc si vous souhaitez y participer, il y a le lien de connexion dans la lettre d'info notamment. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le Merci à monde. tous. Passez un très bon week-end. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.